les travaux sont toujours là. C'est trop bien, ça nous permet de développer des techniques très poussées de communication. Et sinon, eh bien je vous dis bonjour Antoine. Salut Alice. Ça va? Ça va et toi? Ça va nickel. Alors maintenant qu'on a fait les petites salutations, je vais passer dans le vif du sujet, qui est Vichy. Je ne sais pas si vous savez, mais le festival du jeu, enfin le salon du jeu professionnel de Vichy se tient ce week-end, donc à partir de samedi et jusqu'à lundi, mardi, peut-être qu'il y a un afterwork. Vichy, du coup, les éditeurs vont nous présenter des jeux en avant-première et quelques jeux qui sont déjà sortis pour être sûr qu'on les aime bien. Ces jeux, je vais les filmer avec mon petit Instagram, l'Instagram de Jeux des cartes. Je vais vous faire plein de stories pendant tout le week-end. Donc si vous voulez avoir un petit peu des infos et des avant-premières sur les futures sorties trop cool, et bien n'hésitez pas à me suivre, au milieu du salon et à suivre la page Instagram. Surtout, ce qui est intéressant pour les traîtres qui ne veulent absolument pas rejoindre Instagram, c'est que quand même, on fera un medley à la fin de la vidéo de YouTube de la semaine prochaine. Voilà, je vais essayer quand même de faire des petites interviews. C'est un projet, je ne garantis rien, mais ce serait cool que j'arrive à faire des petites questions-réponses avec des auteurs ou des éditeurs. Trop cool. Voilà, donc ça, ce sera rendez-vous sur l'Instagram Jeux des cartes Bordeaux. Maintenant, on va passer quand même aux sorties de la semaine, c'est quand même pour ça qu'on est là. Voici Dead Lies, de la gamme des mini-games de Yellow. Voilà, Dead Lies se joue de 3 à 5, à partir de 8 ans. Et pour des parties de 30 minutes environ. Ça va se passer bien dans l'univers des 7 péchés capitaux. Voilà, on va incarner les péchés capitaux. On les voit ici, donc chacun aura sa petite roulette de points. Donc on a, vous les connaissez tous j'espère, vous ferez la liste dans les commentaires YouTube. On va donc avoir notre petit marqueur chacun. Le but du jeu est d'être le premier à avoir gagné 3 manches en fait, à avoir réussi à descendre son petit marqueur jusqu'à 0. Voilà, okay. Ça c'est le but. Comment on va faire? Eh bien on va se débarrasser de nos cartes en main. Donc ici j'ai fait un petit panel de toutes les couleurs qu'on va pouvoir trouver dans le jeu, qui sont donc les 7 péchés capitaux. D'accord. Plus 2 petites cartes spéciales qui sont pureté et corruption. Voilà. Donc on va avoir colère, et je vous dis pas le reste puisque vous êtes censés le dire dans les commentaires. Ça c'est l'exemple d'une... c'est le preview des cartes. Et je vais vous montrer comment on joue. À votre tour, vous aurez normalement autant de cartes dans votre main que le chiffre sur votre petit marqueur. Donc au début on commence tous avec 6 cartes en main. Voilà. Hop, pour jouer à votre tour, voilà, on va faire ça, parfait. Vous avez le choix, soit vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez d'une même couleur par exemple, soit vous pouvez jouer une suite de chiffres. D'accord. Soit vous pouvez jouer, hop, j'avais préparé ça, la même valeur. Ok. Voilà. Vous choisissez ce que vous voulez faire, vous le posez. Alors on va voir un peu tous les cas. Quand vous posez 2 valeurs les mêmes, vous choisissez bien laquelle des 2 cartes vous voulez mettre au-dessus. Parce que vous allez en faire le pouvoir. C'est un jeu de pouvoir de cartes, très simplement. Pareil, quand vous faites même couleur, vous choisissez laquelle. Ça sert à rien puisqu'elles ont exactement le même pouvoir. Les couleurs, c'est des pouvoirs. Hop. Et enfin, quand vous faites une suite, forcément, vous mettez le plus haut chiffre en haut. D'accord. Voilà. Maintenant qu'on a vu comment on joue, eh bien on va voir un peu tous les pouvoirs, parce que c'est ça le jeu principal, c'est que quand vous jouez une carte, eh bien vous allez avoir quelques pouvoirs différents qui sont souvent à double tranchant, c'est très rarement juste bénéfique pour vous. Par exemple, en jouant à gourmandise, je prends une carte au hasard dans la main d'un adversaire, ou alors j'en pioche 3. Et ensuite je pourrais quand même rejouer. Je vous ai dit, le but c'est de se débarrasser de sa main. Le premier qui arrive à se débarrasser de sa main, hop, met pas fin à la manche, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas de coupure dans le rythme de jeu, il va juste descendre son marqueur du coup de 6 à 4 ou de 4 à 2, et il va repiocher autant de cartes que le marqueur son marqueur. Donc je m'étais débarrassé toute ma main, je suis arrivée à 4, je repioche 4 et je continue. Les autres, eux, sont pas arrêtés, ils continuent avec les cartes qu'ils avaient en main. Donc ça, c'est hyper intéressant comme rythme de jeu. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est les pouvoirs qui sont toujours à double tranchant. Par exemple, vous dites désigner un adversaire qui choisit soit de révéler une carte orgueil, qui sont ces violettes. Si c'est le cas, s'il a une carte orgueil, moi-même, je pioche une carte. Ou alors, il décide, celui que j'ai pointé, de ne pas révéler de carte orgueil, et c'est lui qui pioche une carte. Bon,
Vous dites pourquoi je vais faire ça, parce qu'il y a une chance sur 2 quand même que je pioche une carte. Ouais, mais peut-être que vous savez que l'autre il a pas orgueil, et si c'est ça, et bah du coup il peut pas vous en montrer une, et donc il va piocher une carte, et du coup il sera de plus en plus loin de se débarrasser de sa main. Ok. Même un peu de prise de risque. Diabolique. Voilà, de guessing un peu, de compter les cartes, de se dire il y a autant de gourmandises qui sont parties, peut-être qu'il n'a plus de gourmandises, je vais l'emmerder là-dessus. Voilà, ça c'était Dead Lies. Ensuite on va enchaîner sur... Oh, regarde, une VHS. Oh, une VHS. Oh, c'est trop génial. Oh là là, elle est trop belle. Mais attends, c'est quoi? C'est pas un film très mignon, ça? C'est quoi? Non, c'est pas un film mignon. On repose ça, ça c'est pour les grands. Bonjour. Salut Alex. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonne joueuse. Vous aimez les nanars? Ah oui, Ah oui. évidemment. Toi tu aimes les nanars, Antoine. J'apprécie particulièrement les nanars. B-Movies, du coup, vient d'arriver. B-Movies, l'invasion des tentacules du monde perdu. Il est génial celui-là, si vous l'avez pas vu. C'est le Je meilleur. plaisante, il n'existe pas. C'est un jeu de Yann et Clem, illustré par Mo CDM et Pixel Vengeur. Alors qu'est-ce que c'est que B-Movies, si ce n'est qu'un boîtage vraiment magnifique avec ce côté VHS qui est très très cool. Pour les plus jeunes, la VHS, comment dire, c'est l'ancêtre du CD. Voilà. Vous tapez sur internet, vous verrez, c'est trop bizarre. Une espèce de boîte avec du film dedans, bref. Ici, le but du jeu, c'est quoi? En fait, c'est de pitcher un nanar en fait, qu'on aura inventé grâce à des cartes. Donc, l'idée, ça va être quoi? C'est qu'on va récupérer chacun 5 cartes qu'on va avoir en main comme ceci, avec différents mots. Il y en a vraiment plein, hein. Je vous en montrerai plus tard. Base militaire, famille, amoureux, cannibale. Le design est vraiment top. Vous allez avoir chacun du coup un studio, en fait, vous allez scénariser votre pitch, et quand c'est votre tour de jeu, vous allez du coup créer un film que vous allez pouvoir pitcher avec 2 à 4 cartes. Donc c'est plus intéressant de le construire avec plus de cartes parce que ça rapporte plus de points. Je pourrais faire très bien le fameux film de la pieuvre venimeuse. J'ai le droit évidemment de changer pour accorder à chaque fois les mots et rajouter quelques syllabes. Mais là, je vais plutôt vous présenter le fameux film, le cirque de la montagne possédée. Et là, en fait, je vais expliquer mon film. Ça a l'air Le super cirque- bien. Ah, il est génial. Tu l'as pas vu celui-là? Ça Non, commence mais faut sur que je un le voie. super plan avec le cirque abandonné. Et en fait, ils remballent tout leur cirque parce qu'ils partent dans une montagne très lointaine au Tibet qui est apparemment possédée, disent des villageois complètement alcoolisés. Bref. J'achète. J'ai fait mon speech, je peux rajouter plein de dialogues, je peux faire plein de trucs. L'idée étant forcément que les joueurs valident, puisqu'ils sont des producteurs, ils vont valider le jeu. Donc ils vont dire, donc on a des cartes évidemment pour voter. Donc chacun des joueurs va choisir une carte pour voter. On a le choix entre 3 cartes. On a un yes, mais genre le yes point d'exclamation. Donc ça c'est un yes qui est usage unique. Dès qu'il est utilisé, je le dégage. Mais pour le coup c'est un yes qui est renforcé. Ok. Ici c'est un autre yes que je vais garder. Et ici c'est un non. Ce qui va se passer, c'est que là, on va pouvoir marquer des points quand on vote. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on répond oui ou non, en fonction de la majorité, ceux qui sont majoritaires gagnent des points. En cas d'égalité, c'est toujours oui pour le producteur. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les joueurs qui ont marqué, qui ont voté oui, vont gagner des petits points de popcorn qu'on voit là. C'est génial. Donc vous voyez, il y a des points qui varient entre 3, 2 et Ok. 0, 3, 2, 1. On va récupérer des petits popcorn comme ça, et ensuite on va recommencer avec un autre joueur qui va du coup pitcher son jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui va mélanger un peu de bluff, un peu d'originalité de création, d'imagination. Et il y a un mode qui est génial, c'est un mode aussi à équipe mais caché. Parce qu'en fait vous pouvez choisir une production. Au début de la partie on les distribue, donc vous avez Two Moon, vous avez les Devil Pigs, toujours des références en plus à des jeux. Et secrètement, peut-être qu'Antoine et moi on sera dans la même équipe, mais on va pas valider les mêmes productions, les mêmes films. Et ce qui fait qu'à la fin de la partie on va révéler et on va combiner notre score, et l'équipe qui a le score le plus haut l'emporte. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça rajoute vraiment une part de bluff et de pas forcément s'acharner sur quelqu'un en disant bah moi j'annule ton film parce que je le trouve moche. Mais là du coup on va pouvoir vraiment essayer de chercher qui est avec qui pour essayer de grapper le plus de points. Excellent. Donc ça c'était B-Movie, on reste dans le ciné Attention, j'opère. parce qu'ici Hop nous là. avons le film qui valait 3 milliards, référence au film qui s'appelle L'homme qui valait 3 millions, ou 3 milliards. C'est l'homme qui valait 3 milliards, ouais. L'homme qui valait 3 Effectivement, milliards, la pardon. série. Exactement, pardon, la série, j'ai dit le film, mais c'est la série. Ici, c'est un film, moi je vais y arriver, c'est un jeu de Daniel Stam, j'arrête pas d'enchaîner les films, je parle de quoi là? Je parle de jeu ou de film? On parle d'un jeu ici, alors là pour le coup, on est moins sur de la tactique, on est carrément sur de l'ambiance, avec vraiment un côté imagination, et surtout, je dirais, surproduction à fond. Ok. C'est vraiment un jeu qu'il faut jouer à plusieurs, parce que c'est un jeu qui va jouer de 3 à 10 joueurs, contrairement à B-Movies qui joue de 3 à 6. C'est toujours à partir de 14 ans pour la culture G, notamment cinématographique, et de l'imagination évidemment, pour des parties d'environ 45 minutes, 1 heure. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a un producteur, donc qui sera un joueur à part, qui va se faire proposer des films par 2 ou 3 équipes, et chacune des équipes va avoir une sorte de déroulé à faire, des questions à répondre au producteur. Ok. Pour ce faire, en fait, à chaque
tour, en fait, le producteur, qui est un joueur à part, hein, qui va avoir des conditions particulières. Vous voyez, par exemple, si on joue avec Céline, bah, elle a des revendications ici, hein, forcément. Et donc, le joueur qui joue le producteur va attendre que ces différents éléments soient présents dans les films que vous allez proposer en tant que joueur. Vous allez avoir ici, du coup, différentes étapes. Il y a 5 étapes en tout, ici, on le voit. Et dans la première étape, il y a la constitution des personnages, principaux notamment, le héros et le méchant. Alors le héros, ça va être sur les cartes jaunes, et vous allez voir qu'il y a différentes zones qui sont liées aux différents chiffres. On a une zone de 1, on a une zone de 2, une zone de 3. On va tirer 3 cartes, et on va regarder dans la première zone, en fonction du thème qu'on a choisi. Le mieux est de prendre les blockbusters, parce que les blockbusters, on peut tout cumuler. Mais l'idée ici, c'est qu'on va choisir en fait un thème. Donc par exemple, si on prend le premier thème, ici justement les blockbusters, on a un thérapeute de couple. En 2 ici, pardon, on va avoir acharné au travail. Et en 3, l'objectif qui a manqué l'unique chance d'accomplir son destin. Donc c'est ça, c'est un thérapeute de couple acharné au travail qui a manqué l'unique chance d'accomplir son destin. Donc on va tient la route. Complètement. On va essayer à travers le héros et le méchant de répondre à des questions du producteur tout en pitchant le jeu. Et c'est là tout le cœur du jeu, parce que si vous êtes, mettons, 9 à jouer, donc il y a un producteur, il y a 2 équipes qui s'affrontent de 4. Pourquoi 4 ? Parce que ça vous permet de répartir les rôles en fonction des différentes conditions ici. Par exemple, il y aura un joueur qui s'occupe de la narration principale, qui va expliquer, comme dans B-Movie, l'intérêt du film. D'accord. Quelle est son histoire. Ensuite, il peut être accompagné de répliques. Il y a un gars qui va arriver et dire, et là, le méchant, il dit, tu devrais pas être là, Jimmy. Des trucs un peu comme ça, quoi. Ensuite, il va y avoir les effets sonores. Donc, il y a un gars qui va faire, et là, le méchant arrive sur son cheval noir. Il va courir, etc. Et ensuite, il y aura le joueur qui va s'occuper de la bande-son originale. Mais c'est génial. C'est génial, c'est un jeu vraiment d'ambiance où il faut essayer d'animer tout ça autour de la table. Excellent. Donc le but du jeu étant évidemment de répondre au mieux aux questions et d'incorporer les meilleurs éléments pour le producteur. À la fin de la partie, celui qui a le mieux répondu aux demandes du producteur gagne la partie. Voilà, donc là on avait 2 jeux à vous présenter complètement différents au final, mais sur un thème assez identique. On espère que du coup ça va vous plaire, parce que au final vous avez un jeu plutôt d'ambiance avec ce côté création de film, et quand on est beaucoup c'est genre incroyable, on se croit vraiment au cinéma avec toute la bande son, etc. que tous les joueurs vont apporter. Et ici on a vraiment un côté plus de bluff, plutôt un petit peu de manipulation, avec le côté je vais voter oui, mais je pense que lui il est en équipe avec moi donc il va valider ce nanar parce que je sens qu'il va aimer les dinosaures avec des sabres laser. Voilà, donc ça c'était pour les deux jeux. Super, c'est très prometteur. Je vais donc maintenant laisser... non, pardon. Je crois que c'est encore pour toi. C'est encore. Allons-y. Je viens de voir The Crew. The Crew qui veut dire l'équipage, mais pas l'équipage de film ce coup-ci. Ici, c'est l'équipage d'une mission sous-marine. Vous connaissez peut-être le The Crew de base, qui est un jeu essentiellement de pli coopératif. Je vais pas répéter, ou du moins reformuler le jeu de base tel qu'il est, parce que ça reste un jeu de pli en fait, mais c'est particulier parce que c'est coopératif. Là, ce qui va beaucoup changer dans celui-ci, c'est notamment des cartes de tâches qu'on va avoir. Dans le carnet de bord, on va pouvoir choisir une mission, n'importe laquelle. Si elle est de niveau 10, en fait, on va révéler des cartes de tâches. Je te fais un petit zoom ici. Les cartes de tâches sont celles-ci, et en fonction du nombre de joueurs, on a des valeurs qui sont inscrites juste ici à droite. Et du coup, si on est 4 joueurs, par exemple, là, j'ai un 3. Je vais du coup prendre une mission de valeur de niveau 10, et du coup, ma valeur ici, avec l'addition de toutes les cartes, doit faire 10. D'accord. Ici, je tire une carte, j'ai 3. Ok. La prochaine carte, c'est 3. Donc 3 et 3, ça nous fait 6. La prochaine carte, c'est 1, ça donne 7. Et encore une autre carte, puisqu'on n'est pas encore à 10. Et avec 3 plus 1 plus 3 plus 3, ça nous fait 10. C'est donc la mission 10 qui sera composée de toutes ces différentes tâches. Donc la rejouabilité est extrême dans celui-ci. Ce qui va se passer en plus, c'est qu'on va avoir des missions, comme je disais, des tâches très particulières. Comme ici, par exemple, je remporte autant de plis que le premier joueur. Ici, je remporte moins de plis que le premier joueur. Ici, je remporte le premier pli et le dernier pli. Enfin, c'est plein de petites conditions qui ne sont pas forcément liées aux valeurs qu'on récupère ou aux couleurs, mais au tour des joueurs et en fonction de qui est premier joueur, qui récupère le premier pli, qui récupère le dernier pli. Donc c'est hyper malin. On garde les différentes fonctions qui permettent de donner des informations. Là, par exemple, j'affirme avoir dans ma main le 9 qui est ma carte la plus haute, ou alors la plus faible, ou alors ma seule carte jaune. Je vais avoir également la petite sonde ici, qui permet, si on est tous d'accord, parce que c'est coopératif, de l'utiliser, et de dire ok, je vais donner ma carte au joueur de gauche, et simultanément on fait tout ça. Donc The Crew, si vous ne connaissez pas, intéressez-vous déjà au premier. Celui-ci a ce côté aussi narratif qu'avait le premier, où on va progresser en fonction des missions, mais on peut en plus dire, voilà, on va faire la mission 12, et on va, comme je disais, à chaque fois tirer les cartes, sans pour autant recommencer jusqu'à la première mission. Donc c'est hyper malin, c'est beaucoup plus riche, c'est très tactique. Si vous n'avez pas joué au premier, vous pouvez commencer par celui-ci. Si vous avez déjà joué au premier, celui-ci va vraiment complètement coller, parce que du coup vous avez un niveau de difficulté qui est légèrement plus au-dessus. Voilà pour The Crew, mission sous-marine. Excellent.
Je crois qu'on va continuer un On petit peu passe par à la là. suite. Rotation par ici. Que y a-t-il ici? Une extension de Déméter. Ouais, Automne et Winter, et c'est moi qui vous en parle. Alors Déméter, je récapitule avant de parler de l'extension, mais qu'est-ce que Déméter? Eh bien c'est un jeu à cocher, c'est un flip and write, donc ce style de jeu à cocher dans lequel on ne va pas jeter des dés, non, on va tirer des cartes et puis on va aller cocher des choses sur notre feuille comme ceci. On voit pas très bien, j'arrive pas à faire la mise au point, mais vous voyez très bien le style de jeu, comme Welcome par exemple qui est très connu. Et bien dans Déméter on allait explorer une planète qui est habitée par des dinosaures et on allait étudier les différentes espèces de dinosaures. À chaque fois que j'arrive à étudier une espèce de dinosaure, ça me donne des pouvoirs. On va bien sûr faire des petits combos de type si je coche ça, ça me permet de cocher ça, qui me permet de cocher ça. Yes. On va retrouver la même chose dans Automne et Winter. Nous avons deux nouvelles fiches en fait. Et bien tout simplement Automne et Winter, avec à chaque fois de nouveaux dinosaures et surtout de nouveaux objectifs. Alors ce qui va être très sympa, c'est que ces objectifs là, eh bien vous pouvez les utiliser sur la fiche de base sans problème ou sur les fiches comprenant l'extension, il n'y a pas de problème. Il y a juste deux petits objectifs qui ne marchent qu'avec les extensions, mais tout est très bien indiqué dans la boîte, je vous rassure. Et en plus de ça, nous allons avoir des petits jetons, on le voit ici, qui vont servir pour le jeu Varuna, qui est de la même gamme. Donc voilà, utilisateur de Varuna, eh bien on a pensé à vous, il y a tout ce qu'il faut dans cette boîte. Bravo, bien joué pour cette extension de Déméter. Je te fais un petit décalage sur la droite pour regarder ce magnifique retour en stock recommandé par Alice, le fameux Roi des 12, un petit jeu de bluff très sympathique qui a horreur des égalités. Ça fait bien longtemps qu'il n'était pas là, et c'est cool, ça fait plaisir de le revoir. Et là, qu'est-ce que nous avons? Ouais, ça ressemble à la boîte de Pour la Reine. En effet, Donjons et Siphons, dans la même gamme du coup que Pour la Reine, eh bien c'est la gamme For the Story. Alors Pour la Reine, on vous en avait déjà parlé plusieurs fois parce que c'est un jeu qu'on avait beaucoup aimé à la boutique. Je récapitule rapidement ce que c'est. Ouais. C'est un jeu narratif, c'est de la narration partagée, mais en fait on va vraiment, nous, joueurs, raconter l'histoire. Il n'y avait pas spécialement de but autre que raconter l'histoire tous ensemble. Il n'y avait pas vraiment de finalité si ce n'est que le plaisir de raconter l'histoire. Eh bien dans Donjons et Siphons, tout change puisque désormais il y a un but. En plus d'avoir une narration partagée, en plus de raconter une histoire avec ses personnages, ses lieux, ses secrets, eh bien on va avoir un but qui est de se faire élire par les autres joueurs. Donc je vous mets le contexte. Le contexte, nous travaillons au SEAU, le SEAU, qui est le service de réparation des eaux usées du donjon. Donc nous sommes à la botte du maître du donjon. Nous sommes des gobelins, des trolls et autres trucs maléfiques. Et donc, eh bien voilà, à part que nous, on n'est pas là pour tuer les gros méchants, enfin les gentils en fait, au contraire, mais on est là pour réparer les toilettes quand elles sont cassées. Et donc le but c'est de devenir le nouveau chef, non pas du donjon, mais du SEAU, le chef du SEAU, et pour ça il va falloir convaincre les autres joueurs. Donc en fait, à la fin du paquet, eh bien il va y avoir une carte qui nous dit c'est l'heure du vote. Vous allez faire une petite phase de blabla, et puis ben, le but ce sera de convaincre les autres de voter pour vous. Évidemment, on ne vote pas pour soi, ça paraît évident. Et puis fin de la partie. Donc il y a moyen de gagner, que vous gagnez ou pas, je vous rassure, ça va être très amusant, puisque là on est beaucoup plus dans une ambiance complètement délire. On est dans une ambiance de Donjons et Dragons qui ne se prend pas au sérieux. Un peu un côté Oui Seigneur des Ténèbres aussi. Exactement, ça m'a vraiment fait penser à Oui Seigneur du Ténèbres, pas qu'à moi, à toute l'équipe. C'est sympa parce que ça parodie le jeu de rôle sans le tourner au ridicule. Il y a un potentiel pipi caca qui est monstrueux parce que ça se passe dans des toilettes, essentiellement des canalisations. C'est tout aussi stupide que c'est intelligent, et pour ça, hop là, c'est un coup de cœur. Alors on va vous faire un petit exemple, par exemple. Donc voilà, moi je suis un gobelin, on va dire. Donc au début on choisit un personnage, on lui crée un nom, donc je m'appelle Blurkark, on va dire, Blurkark le gobelin, ça me paraît très bien. Je tire une carte, alors que dit cette carte? On va prendre celle-ci. Très bien. La campagne électorale bat son plein au sein du SEAU. Que peut-on voir sur les affiches que tu colles pour assurer ta promotion? Alors ça va être très simple. Moi, sur mon affiche, il y a marqué « Tous les midis à la cantine du donjon, tournée de frites pour tout le monde !» Et ça me dit ensuite, parce que chaque carte a un petit ensuite qui va vous aider ou pas vous aider. Ça va dépendre du joueur à qui vous allez proposer le ensuite. Et je propose le ensuite à Alex. Demande à ton binôme, donc Alex, comment modifies-tu mes affiches lorsque j'ai le dos tourné? Et moi je vais dessiner une grosse... Et du coup, ça laisse place à toute votre imagination. Vous pouvez faire en sorte que ça soit hyper sérieux si vous le souhaitez. Le jeu n'est pas là pour ça, hein, très clairement. Et puis alors, ils ont pensé aux gens qui ont aimé Pour la Reine et qui ont la boîte de Pour la Reine, puisqu'ils ont mis une nouvelle reine pour vous inspirer de superbes histoires. Voilà pour Donjons et Siphons, le deuxième de la gamme For the Story. Et petit spoiler alert, normalement la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous proposer la troisième boîte. Et rotation par ici. Hey, voilà, je vais vous montrer plein de choses, des retours en stock déjà. Donc on va voir toute la gamme de Terraforming Mars. En vrai, nous on n'a pas eu une grosse rupture parce qu'on avait fait un sacré gros stock. Et je crois qu'il y avait plus de turmoil à un moment. Mais voilà, en tout cas toute la gamme est là, au grand complet. Hop là,
On a l'énorme barrage et son extension qui sont de retour. Je crois que ça fait 8 mois qu'on les avait pas Ça vus. fait un moment qu'on les avait pas vus. Ça faisait très longtemps. Ils ont été réclamés. Voilà, et bien ils sont de retour. Super. Ils ont pris la moitié d'une case rien qu'à eux, hein, ils prennent de la place. Ensuite, on a l'extension de Role Player ici, Monstre et Sbire, donc il n'y a que l'extension. Nous ne savons pas trop pourquoi, mais il paraît que la boîte de base arrive bientôt, heureusement. Voilà. Ok. Hop, et là j'ai quand même une petite nouveauté, hein, toujours C'est pas en vous, bas. c'est par là. Voilà, Charpentier de la mer du Nord, et bien c'est le premier opus de toute la saga de la mer du Nord. Ok. Là-dedans, on va... Alors attends, je me lève. Oh, voilà mes genoux. Oh là là. On va incarner du coup des peuples vikings, tout début de l'ère viking. Il me semble que c'est moins 900 avant Jésus-Christ, si mes cours d'histoire sont encore frais. Donc chacun incarne son clan de vikings. Le but est d'avoir le plus de points de victoire possible. Comment on fait ça? Eh bien en bâtissant la plus grosse flotte navale. Et oui, on est des vikings. Pour ça, eh bien, on va récolter des ressources qui vont nous permettre de construire des bâtiments et des navires, et aussi pour ça on va recruter des gens. Malheureusement les gens ne sont pas tous fréquentables et recommandables. Voilà, vous en aurez plein des personnages qui sont proposés à l'embauche. À vous de faire les bons choix pour avoir de la bonne main d'œuvre. Ensuite on va jouer en 3 phases. La phase du matin où on va avoir une sorte de programmation, en fait on va vous distribuer 3 cartes. La deuxième phase c'est l'après-midi où vous allez décider de jouer ces cartes ou les défausser. Et ensuite le soir vous faites dormir vos petits artisans et on recommence et on recommence. Voilà. Super. Hop là. Ensuite on enchaîne. Je te suis. Oui c'est là. Quoi mais qu'est-ce que quoi? Oh, eh oui. Il est là. Il est là. Enfin. La boîte de présentation est là. Voilà, la boîte de présentation très gentiment prêtée par Matago, merci Matago. En fait, on l'a pas encore. Peut-être qu'au moment de la vidéo, on l'aura. On croise. Voilà, normalement, vendredi, on l'a au moment où on va regarder cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil, un petit message sur Facebook. On vous dira, on vous tiendra informé, évidemment. L'Instagram, évidemment. Ah oui, tout de voilà. suite, hein, je vous le poste, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, Route Underground, l'extension de ce jeu asymétrique de conquête de territoire. On vous l'avait déjà présenté en exclu il y a quelques semaines, je ne sais plus combien. Mais voilà, la principale nouveauté, c'est qu'il y aura 2 nouveaux peuples, la conspiration des Corvidés et le duché souterrain. L'autre grande nouveauté quand même, c'est qu'il y a un nouveau plateau qui est ici. Alors il y a une face là et je pourrais vous montrer l'autre face, mais ça me ferait casser tout ce que j'ai mis en place. Donc en gros il y a cette phase là qui est dans la montagne, voilà, et l'autre face c'est autour d'un lac. Voilà. Donc, route, vous allez avoir du coup la conspiration qui se rajoute aux autres peuples jouables. La conspiration, c'est des sortes de ninjas, ronins, terroristes. Il y a un peu de ça. Voilà, hein, sincèrement, moi je les ai adorés, c'est mes favoris. Ils vont popper dans toutes les clairières. Ils ont aucune limitation de déplacement. Ils peuvent popper partout et ils peuvent poser des pièges. Ils ont 4 types de pièges. Ils ont les bombes que du coup vous allez les poser face cachée. Donc les gens sauront pas trop quel piège vous avez posé dans quelle clairière. Oui, c'est horrible quand on joue contre eux. Oui. Donc du coup les bombes, lorsque vous le retournez, bam, vous explosez tout. Les gens, les bâtiments, tout. Les pièges par exemple, tant qu'il est face visible, donc quand vous l'avez retourné, il y a un timing hein, pour les retourner, et bien personne ne peut quitter ou rentrer dans cette clairière. Vous les tenez au piège. Il y a les pièces qui vous font gagner plus d'argent dans les clairières, et il y a aussi le raid qui lui vous permet de placer des corvidés dans toutes les clairières adjacentes. Voilà, donc ça, les corvidés ils sont grave cool. Évidemment il y a une façon un peu de les contrecarrer, c'est faire du guessing, et c'est ça le plus drôle. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez en tant qu'adversaire dépenser une carte de la couleur de la clairière où il y a un complot qui a été posé et essayer de dire je pense que tu as mis une bombe. Et là, le corvidé, le joueur, va vérifier. Soit il lui dit oui, c'était une bombe, et il la révèle, et bon, parce que c'était une bombe, bah, elle n'est pas activée, et voilà, c'est bisous le complot. Si c'était pas une bombe, il fait ben non, et il récupère la carte que l'adversaire avait tendue. Voilà. Et ça fait râler. Ouais, ça c'était pour ça. Je vais parler, je vais pas parler du duché souterrain parce que je l'ai surtout vu joué par Alexandre. Yes, c'est moi. Les taupes, oui, le duché souterrain, ça c'est très très chouette. Il y a un côté un peu de la canopée. Moi j'adore jouer la canopée, je trouve qu'ils sont très très cool. La programmation est vraiment top. Il y a vraiment un choix de cartes très malin avec les jokers qui sont des points négatifs. Ah, ok. Ici en fait ce qui va se passer c'est qu'on peut recruter des cartes qui sont en fait des actions supplémentaires, mais on commence d'abord par recruter des écuyers
Après on va faire les nobles et après on va faire les seigneurs. L'avantage des seigneurs c'est que eux en fait quand ils s'activent ils vous font marquer des points de victoire. Donc il faut vraiment comme ça monter un peu en grade, un peu comme une sorte de engine building hein, si on veut utiliser des termes un peu pompeux. Et ce qui est sympa avec eux c'est qu'ils vont pouvoir se déplacer grâce à des petits tunnels qu'on place sur le plateau. C'est notamment une action de pouvoir justement creuser. L'avantage aussi de ça c'est que à tout moment en fait quand on va faire du recrutement on va les placer, je sais pas si tu le vois là, hop, sur ce petit terrier, qui est une tuile en fait propre à eux. C'est leur terrier, ils sont sous terre. Quand je fais du recrutement, je les pose dessus. Vous commencez à gonfler un petit peu votre armée, et à n'importe quel moment de la partie, donc vous verrez, vous allez pouvoir arriver, sortir de terre, et vous allez arriver donc dans un endroit où il y a un petit tunnel ici. Donc on en a 3 en tout, et donc c'est hyper malin parce qu'en fait vous pouvez, on va dire, un peu augmenter votre charge en fait et arriver sur le plateau sans que les autres joueurs puissent anticiper quoi que ce soit. L'idée c'est aussi de construire, donc notamment pour les écuyers, c'est de construire des bâtiments, des citadelles ou des marchés. En général les marchés servent à piocher plus de cartes évidemment et les citadelles servent notamment à augmenter le recrutement. En plus de ça, on peut notamment construire ce qu'on appelle des petits duchés. Donc à chaque fois en fait que je vais construire un duché, je vais récupérer un personnage, donc là c'est le capitaine, qui me permet de faire une action supplémentaire qui est d'initier un combat. Et donc quand je vais le récupérer, je vais retirer cette petite couronne et la mettre dessus. Voilà. Par contre, quand je perds un bâtiment, je perds également cette petite couronne et je perds également ce personnage, malheureusement. L'intérêt de mettre des couronnes, c'est que vous voyez ici, les écuyers, pour les recruter, donc c'est toujours comme pour Route, hein, souvent les recrutements se font de gauche à droite. Là, pour les aiguilles, c'est pour 2 cartes, pardon, les écuyers 2 cartes. Les nobles, c'est 3 cartes. Et les seigneurs, c'est 4 cartes. Donc forcément, plus il y a de cartes, plus vous aurez des personnages intéressants. Je pense que j'ai été plus ou moins clair sur le duché souterrain. Je reprends la main. Et ben voilà, j'avais juste besoin de son aide pour ça. Il va mieux parler que moi parce que je les ai pas encore essayés, hein, ces petites. Moi j'ai perdu contre les deux. Oui, c'est vrai. Ah, mais, à plusieurs reprises. Les corps vidés, je vous ai éclaté. Bref, moi je vais vous reparler un peu quand même du plateau, c'est-à-dire que celui-ci a une particularité, c'est que ici, tout ce qui est pour la mise en place, tout ce qui est orange, vous mettez des morceaux comme ça de montagne et en fait c'est des chemins qui sont bloqués et à votre tour vous pouvez décider de dépenser des cartes pour déblayer les tunnels et donc faire des nouveaux chemins entre les clairières. Et enfin vous avez cette petite tour qui est géniale, normalement elle est pile sur cette clairière là, hein, mais bon je pouvais pas la coller au mur. Cette tour, eh bien c'est pour marquer celui qui a été majoritaire et surtout qui contrôle la clairière centrale à la fin du tour. Eh bien il a le droit de mettre sa petite figurine en haut. Aïe. Et il gagne un point de victoire supplémentaire. Donc voilà, la clairière centrale, on se bat bien fort pour elle. On l'aime beaucoup. Et derrière, allez, hop, je mets le bazar. Ça vaut le coup. Oh là là, oh là là. Ah voilà. Hop. Oh oui, vas-y. Hop. Tadam. Un joli lac, un très joli lac. Et vous voyez, il y a des petits ports avec des pontons. Eh bien, ils servent... Oh là là. Avec cette petite barque. Merci Antoine. On va y arriver. Cet assistant est génial. Voilà. Okay. Donc là il y a un port. Là vous voyez il y a plein de ports tout au bord. Et en gros vous allez... Merci mes assistants. Vous allez avoir une barque. Celui qui contrôle la clairière en majorité où il y a la barque a le droit de se déplacer grâce à la barque. Donc en un mouvement il a le droit de traverser tout le lac. Ça peut être très puissant. C'est super cool. Mais attention, là vous emmenez la barque, ben, peut-être que quelqu'un pourra s'en servir. Et donc oui, c'est à double tranchant. Faire très attention. C'est trop génial. Voilà. Bon alors j'ai fermé ça. Je sais que c'était important pour certains. Donc je vais quand même le préciser parce que c'est vrai que c'est important. C'est le bazar. Hop là. Il y a quand même des nouveautés aussi là-dessus. Hop. On a maintenant la canopée électrique pour encore plus de personnages, l'alliance automatisée, la marquise mécanique 2.0 et le vagabot. Voilà, on a des nouveaux vagabonds qui sont ici. Hop. Voici. Ah lui il est trop mignon. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Trop mignon. Ils ont leur petite figurine si tu veux faire le zoom par là-bas. Oui, où sont ces belles petites figurines? Voilà, hop là. Et là encore vous avez le choix pour choisir la figurine qui vous fait plaisir parce qu'en fait ça change rien au jeu. C'est juste le plaisir esthétique d'avoir la petite figurine que j'ai envie d'avoir. Exactement. Et enfin on a des nouvelles cartes, voilà, exprès pour ce plateau. Tadam. Super. Voilà, là on a fait vraiment le tour de cette extension du monde souterrain. Eh bien je crois qu'on va s'arrêter là pour l'instant parce que je vais te laisser la main. Exactement, je vais aller me voir moi-même. Wouhou, Antoine. Hello, c'est moi-même. On se retrouve pour l'actualité jeu de rôle avec Pulp Cthulhu.
pour Oh. l'appel de Cthulhu. Donc un supplément, eh bien un supplément pulp. Qu'est-ce que c'est que les pulps? Bah, c'est là où finalement toute la mythologie de Lovecraft est née. C'est dans ces journaux de lecture de bande dessinée des années 20 à 50, on va dire, à la grande louche, dans lesquelles eh ben, il y avait des aventures en général qui étaient publiées chaque semaine, en général des aventures d'action, d'enquête. Eh bien, on avait déjà le côté enquête dans l'appel de Cthulhu, mais jusqu'ici on se faisait vraiment péter la gueule au minimum par les créatures du mythe. Et bien là ça va être l'inverse. Là les joueurs vont prendre leur revanche. Là les joueurs ils vont s'équiper de leur nouvelle capacité pulp lors de la création de leur personnage, ou récupérer un personnage qu'ils aimaient bien d'une autre aventure et dire bah, désormais ce personnage est pulp, et puis aller tataner du Cthulhu, aller tataner du Yog-Sothoth et autres créatures tentaculaires. Donc voilà, un supplément avec des aventures dedans, des suppléments avec tout ce qu'il faut pour faire votre personnage, la magie, les pouvoirs psychiques qui ont été simplifiés en fait, hein, parce que jusqu'ici quand j'utilisais de la magie je devenais à moitié fou, et bien désormais c'est moi qui vais attaquer la cervelle des grands anciens. Voilà, c'est là, c'était attendu, on est bien content de le présenter à nouveau. Hop. Deuxième nouveauté de la semaine, c'est Medium Aevum. Medium Aevum du médiéval fantastique? Non, du médiéval réaliste. Donc voilà, un jeu de rôle pour jouer dans l'Europe médiévale réaliste, tout ce qu'il y a de plus vrai. Donc ici pas de créatures des ténèbres, pas de... Non, ou alors si ça existe c'est dans la tête des gens, et ça peut faire partie de l'intrigue, ça peut être très intéressant. Okay. Je ne l'ai pas lu pour être très honnête, mais j'ai trouvé que la proposition était très originale, mais finalement... faire simple, faire réaliste dans le jeu de rôle, je trouve ça très original. Ouais. C'est là, c'est dispo. Pour terminer les propositions de cette semaine, nous avons également le très attendu The Expanse, le jeu de rôle. Mais qu'est-ce que c'est quoi The Expanse? Eh bien, à la base, c'est un roman qui a été inspiré à la base d'une partie de jeu de rôle de l'auteur et ses amis. Okay. Voilà, la boucle est bouclée. Entre temps il y a eu une série que vous pouvez retrouver en VOD là où vous savez, et puis le jeu de rôle est enfin ici. Donc là dedans il y a tout ce qu'il faut pour jouer dans le système solaire, puisque c'est de la science-fiction réaliste, on peut le dire, à part qu'il y a quand même des petits éléments de fantastique, de SF hardcore. Donc nous sommes dans un futur qui n'est pas si lointain. On a commencé à coloniser le système solaire, on n'est pas allé beaucoup plus loin. Il y a les ceinturiens qui vont miner des matériaux rares dans les ceintures d'astéroïdes. Il y a les martiens, et puis forcément il y a les terriens qui sont toujours là. Énormément d'intrigues politiques, mais évidemment aussi pas mal d'intrigues à base de trucs fantastiques que je vous laisserai découvrir, puisque ça fait partie du plaisir du jeu. On peut choisir d'inclure ces éléments fantastiques avec des gros monstres ou pas du tout. On peut simplement jouer des intrigues politiques, des enquêtes, des courses de vaisseaux spatiaux, enfin tout ce qu'on peut trouver dans de la SF. Et ça c'est trop cool. Voilà. Et en plus il n'est pas venu tout seul, puisqu'il y a le nécessaire, comment ils appellent ça, le kit du meneur. Et bien c'est pas mentir, parce que vous n'avez pas que l'écran de jeu, vous avez, hop là, je vais m'aider de ce qui a marqué dessus, les fiches de référence, les personnages pré-tirés, donc 6 personnages pré-tirés. La piste d'initiative, alors ça c'est trop cool parce qu'elle est effaçable au marqueur effaçable du coup, et une aventure complète. Donc c'est pas juste l'écran du jeu et on se débrouille. Non, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce petit kit, c'est très bien pensé. Donc la gamme démarre sur les chapeaux de roue. On lui souhaite le meilleur. Très cool, The Expanse. C'est fini pour les nouveautés JDR de la semaine et je repasse de l'autre côté. Et recoucou! Je vais vous expliquer juste une petite news qui est vachement cool. C'est sur cette sortie de la semaine dernière, hein, donc quand même rien de neuf. Mais en fait, il y a eu une petite variante qui a été proposée et qui est dispo sur internet par Tom Lehman, voilà, qui est ici. La petite variante, eh bien, ça vous permet de mélanger vos 2 boîtes de pandémique zone rouge si vous voulez. En fait, chacun va avoir un plateau et donc va gérer sa région du monde et va pouvoir aussi des fois intervenir sur le plateau de l'autre pour l'aider. D'accord, donc en fait ça voudrait dire que moi je joue par exemple sur Europe, toi tu joues Amérique du Nord. Et genre je peux venir t'aider et toi tu peux venir m'aider. C'est ça, mais c'est génial hein. Voilà, donc petite variante gratuite sur le site de Zedman Games. Donc voilà, ça c'est grave cool, on dit merci à Tom Lehman. Yes, trop cool. Et on enchaîne sur un petit truc, un petit ovni chez les puzzles. Alors vous vous souvenez, on a un magnifique rayon de puzzles. Et bien on a encore plus de puzzles et un super original. C'est cette gamme de chez Jumbo, les Mystery Puzzle. Donc Mystery Puzzle c'est hyper cool parce que, hop là c'est le meilleur exemple, vous allez avoir la couverture du puzzle, donc vous pensez que vous allez faire ce puzzle là, mais en fait au fur et à mesure que vous allez faire votre puzzle, vous allez vous rendre compte que c'est pas le même dessin, en fait ça va se passer dans le futur.
du moment. Vous voyez, là, il y avait ces personnes-là alignées avec le concours de chiens, je pense que c'est ça. Okay. Et hop, en fait, finalement, votre puzzle que vous avez fait, c'est la seconde d'après où apparemment cette dame-là, je pense, elle était en colère contre le présentateur et elle lui a mordu le pied. D'accord. Voilà, donc en fait, vous n'aurez pas vraiment le modèle de votre puzzle parce que il va se passer quelque chose plus tard. Vous allez puzzler. Ah, c'est sympa ça. Le futur. Voilà. Très, très donc cool. du coup, c'est que des exemples pour jamais vous spoiler votre vrai puzzle. Ça, bah cool. oui. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Oh, c'est hyper bien pensé ça. Ça, c'était des petites stories très cool. Il y a Et des trucs pour les enfants. Je crois que c'est Antoine qui fait ça. Ah, il est là. Je vous présente Jouer à Gogo, un jeu de Evangel Nikitin, j'espère que je prononce bien, je pense pas. Un jeu donc à partir de 6 ans, dans lequel vous allez construire votre magasin de jouets. C'est un jeu de pose de tuiles, alors comment est-ce que ça fonctionne? Justement, je te laisse poser le jeu pour éviter les reflets. Les reflets, on va pas faire comme le jeu de rôle. Donc, je vais construire mon magasin de jouets grâce à des tuiles. Eh bien, on va faire un carré de 4 sur 4 tuiles, et puis on terminera la partie, on comptera les points. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Je commence avec ma tuile de caisse enregistreuse comme ceci. Vous voyez que il y a 4 couleurs, le bleu, le mauve, le rouge et le vert. Et bien à mon tour je vais récupérer une tuile parmi celles qui sont disponibles. Sur cette tuile il y aura aussi des couleurs et puis des jouets. Je vais placer cette tuile à côté d'une des tuiles déjà existantes, donc forcément au début ma caisse enregistreuse, et je vais forcément, ce faisant, agrandir des zones de couleurs. Et à chaque fois que j'agrandis une zone, par exemple ici j'agrandis la zone bleue, je vois combien il y a de jouets dans cette zone, je vais gagner autant de points. Et bien je vais avancer sur le plateau d'autant de points. Donc par exemple, et bien là, dans ma zone 1 de jouets, je vais avancer de une de case. Et à chaque fois que j'ai fait un tour complet du plateau, et bien je vais remporter un petit billet. Le petit billet, ça me fera des points en fin de partie. Voilà, évidemment, si j'aurais agrandi cette zone, et bien par exemple 2 cases supplémentaires, et bien il y aura peut-être 2 jouets supplémentaires, 1, 2, 3, 4, et j'avancerai de 4 cases supplémentaires. On aura aussi des points à attraper en ayant tous les objets différents d'une même couleur. Donc si j'arrive à avoir tous les jouets bleus sur mon plateau, eh bien je gagnerai un petit jeton qui me fera des points en fin de partie. Et aussi en fin de partie, lorsque j'aurai mon carré de 4 sur 4, si je suis majoritaire sur un type de jouet, eh bien j'aurai le jeton de cette couleur. Par exemple dans le rouge il y a des fusées. Si je suis majoritaire sur les fusées, je vais prendre le petit jeton rouge. Ça me fera des points supplémentaires. Voilà. Cool. C'est très malin. Les règles sont super simples, mais c'est un petit casse-tête. Je pense que même les adultes ont intérêt à faire très attention quand ils jouent avec les enfants, à ne pas faire n'importe quoi. On a vite fait de se bloquer soi-même. Un mi-chemin entre Dragomino, Kingdomino, tout en étant une nouvelle proposition. C'est Jouer à Gogo, il est là, il est à la boutique, mais ce n'est pas tout. J'ai des petites extensions pour Karak. Le jeu de Dungeon Crawler pour les petits mais aussi pour les grands quand même. J'ai donc cette extension de nouveaux personnages. Oh, trop cool. Tout simplement, des nouveaux personnages pour aller faire le donjon tous ensemble. Et puis eh bien le set de figurines, voilà, pour avoir les belles figurines de personnages. Comment les figurines? Comme ceci. Mais elles sont trop belles. Ouais. C'est vraiment des belles figurines. C'est une belle petite extension. Voilà, c'était donc Jouer à Gogo et Karak. Et on passe derrière le comptoir. Ah oui, derrière le comptoir. Oh oui, le comptoir. Bon bref. On va faire encore des petites nouveautés et après on va finir sur du retour en stock. Oui, on fait tout dans le désordre, on adore. Alors, petite nouveauté, les demi-nouveautés, c'est le petit paquet de cartes pour objection, pour les cartes correctives, voilà, pour les heureux propriétaires du jeu pour de objection, qui avaient quelques petits défauts de cartes. Et bien voilà, les petits paquets correctifs sont à la boutique, vous venez les récupérer et pour les prochains acheteurs de objection au retour en stock, et bien vous aurez une version parfaite. Ouais, cool. Voilà. Ensuite, on a une vraie nouveauté. Hop, l'extension de Smilife, de Smile Life. Girl Power, c'est 60 nouvelles cartes, dont 30 métiers du jeu en version femme. Et il précise bien payer à salaire égal. On verra ça. Voilà, il y a des cartes un peu genre qui va faire la vaisselle, le patriarcat, tout ça. Voilà, petite extension. Et une petite nouveauté de 10 mois, c'était un jeu de questions qu'on avait déjà présenté il me semble il y a quelques semaines. Voilà, jeu de cartes pour se rapprocher, mieux se comprendre, etc. Cette fois on avait le couple ami et là on a la famille avec une nouvelle catégorie de questions. Voilà. Maintenant donc retour en stock dans le désordre, on a... Magic Maze Kids, voilà le jeu de coopération à communication limitée pour les enfants. Hop,
Très cool, il est de retour. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et alors là, il y a toute une famille qui est de retour. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ah, Sword and Sorcery. Ça va, ça n'a pas été une trop longue rupture. Non. Et il me semble, il n'y a pas très longtemps. Donc il y a la boîte de base et nous avons, hop, 4 personnages. Yes. Voilà. Ça, c'était pour le derrière le comptoir. J'espère que je n'ai rien oublié, sinon on va me taper sur les doigts ou au pire, on en parlera la semaine prochaine. Oui. D'ici là, je vous dis, eh bien, à ce week-end pour ceux qui nous suivent sur Instagram. J'espère que vous aimerez les petites vidéos et previews que je vous montrerai. Moi, en tout cas, je sens que je vais me régaler. Et sinon, eh bien, à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. Le lapin, le chat, l'oiseau. Trop bizarre, c'est